Madame, Monsieur, bonsoir. Dans le cadre de la couverture élargie de Médien TV du nouveau modèle de développement, nous consacrons une série d'épisodes de questions écho aux thématiques économiques et socio-économiques contenues dans le rapport de la commission spéciale sur le modèle de développement. Ce soir, lecture analytique globale du volet économique du nouveau modèle de développement en compagnie du professeur Mohamed Darabi, directeur général de la Toulouse Business School Casablanca. Il sera question d'État-providence, d'économie inclusive, néolibéralisme ou encore de redémarrage de l'ascenseur social. Nous traiterons des questions centrales que se posent beaucoup de Marocains suite à la présentation de ce rapport mardi 25 mai devant Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Bienvenue à toutes et à tous. Et avant de joindre notre invité, je vous laisse avec Younes Benzineb qui plante le décor en rappelant les principaux objectifs économiques du nouveau modèle de développement. Reconstruire l'économie marocaine de l'après-Covid-19 en se basant sur des propositions chiffrées et surtout audacieuses. Une ambition traduite par des objectifs ciblés et détaillés dans le rapport de la commission spéciale sur le modèle de développement. Parmi eux, le doublement du PIB par habitant à l'horizon 2035 de 7 800 $ actuellement à 16 000 en 2035. L'augmentation de la valeur ajoutée industrielle de moyenne et haute technologie de 28% actuellement qui devrait passer à 50% en 2035, sont également ciblés l'abaissement des coûts d'énergie et même l'augmentation du nombre de sociétés cotées de 76 actuellement à 300 à l'horizon 2035, ainsi que l'accroissement du nombre de jeunes entreprises à croissance rapide de 1000 environ actuellement à 3000 en 2035. D'autres objectifs économiques plus spécifiques ont été fixés par les membres de la commission, tels que libérer l'énergie entrepreneuriale et favoriser l'investissement privé pour aboutir à 65% d'investissement privé dans le total, ce qui permettrait d'atteindre des niveaux comparables à ceux des pays développés, en l'occurrence 80%. Du fait de leur portée transformationnelle d'après la Commission, ces chantiers favorisent la transition vers un nouveau palier de croissance annuelle du PIB, pouvant s'établir à 6% en moyenne à partir de 2025 et à 7% à partir de 2030. J'ai à présent le plaisir d'accueillir depuis Casablanca Mohamed Darabi, professeur d'université en finance et directeur général de Toulouse Business School Casablanca. Bonsoir professeur Darabi, merci d'être avec nous ce soir. C'est moi qui vous remercie, Cheikh Khadija. Merci pour l'invitation sur un sujet très important pour tous les Marocains. Absolument. Et peut-être commencerons-nous avec un commentaire général sur ce rapport de la commission spéciale sur le modèle de développement, professeur Darabi. Écoutez, le rapport vient, il faut rappeler peut-être le contexte, il vient après quasiment toute personne, on est unanime sur l'essoufflement et l'incapacité du modèle précédent à favoriser la prospérité, à augmenter l'activité économique, favoriser la croissance économique, égalité des chances, etc. Donc il vient dans un contexte où on est tous d'accord sur un essoufflement du modèle économique, sur son incapacité à mettre en valeur les atouts du Maroc et à les transformer en énergie, etc. Il faut rappeler aussi que le rapport vient avec une volonté royale vraiment déterminante de changer le modèle avec lequel on travaille, changer les habitudes, je dirais, décisionnelles avec lesquelles on travaille. Et la vision royale a été traduite par la mise en place de ce comité qui représente des membres d'un profil diversifié, d'un profil de qualité, des personnalités connues, des personnalités qui ont utilisé une approche participative, qui ont posé des questions à tous les Marocains, toutes les instances, etc. Donc aujourd'hui, nous sommes devant une étape importante dans notre pays. Voilà. Très bien. Et on parle maintenant aussi, puisqu'on parle de nouveautés, est-ce qu'on peut parler d'une redéfinition, peut-être d'un nouvel État-providence où l'État joue un rôle beaucoup plus important qu'avant, notamment pour soutenir et appliquer des réformes qui puissent changer ce modèle économique?
Effectivement, nous reprenons les modèles économiques qui ont fait leurs preuves dans les années précédentes avec des crises. Là, maintenant, la crise de Covid renforce la nécessité d'un État fort, d'un État, je dirais, facilitateur, d'un État avec une vision, avec une profondeur de la vision, avec une stratégie orientée, objectif et citoyen. Donc, l'État a démontré les mois derniers, les 2 années précédentes, pendant le Covid, que c'est un État qui se veut protecteur, qui aide, on va dire, qui va prendre sa place en tant qu'État souverain, en État providence, un État protecteur, un État audacieux qui va prendre des décisions et qui va mettre d'abord je dirais le citoyen au centre de son intérêt, au centre de ses préoccupations. Donc un État fort, qu'est-ce que ça signifie un État fort? Est-ce que c'est un État, parce que la définition de l'État est très, très compliquée, hein. C'est pas simple de définir l'État tout simplement, parce que l'État c'est des institutions, c'est des partis politiques, c'est des instances législatives, c'est tout le périmètre décisionnel du pays. Est-ce que lorsqu'on parle d'un État fort, qu'est-ce que ça veut dire un État fort? C'est là les questions où les débats vont émerger. Qu'est-ce qu'on entend par un État fort? Est-ce qu'on doit renforcer le gouvernement? Est-ce qu'on doit renforcer les partis politiques? Est-ce que les institutions qui représentent l'État doivent être renforcées? Comment on va les renforcer? Parce qu'il y a aujourd'hui, et d'ailleurs le rapport le note, il y a je dirais des lacunes sur le plan administratif, un manque de cohérence verticale des politiques publiques. Le résultat, c'est des politiques sectorielles qui sont en silo, qui affichent une inefficience sur tous les plans, sur les plans d'efficacité des politiques publiques, manque à gagner pour les Marocains. Et donc, il y a un vrai problème je dirais, de mise en œuvre, un problème d'exécution des politiques publiques, de cohérence des politiques publiques. Vous savez que lorsqu'on fait une politique publique, sur plusieurs secteurs, il doit y avoir une cohérence entre ces politiques publiques pour que ça donne le résultat escompté. Dans le cas contraire, on va être sur des petits, on va dire, avancées, mais qui ne sont pas cohérentes dans toutes les politiques publiques, que ça soit au niveau central, au niveau régional. Ce rapport se veut neutre par rapport à tout choix politique que nous ferons dans les prochaines élections. D'ailleurs, le président du Conseil l'a dit dans son préambule. Il dit que ce rapport n'est pas censé remplacer un programme de gouvernement, mais il donne les orientations majeures à ce gouvernement. Il donne un bon diagnostic sur une histoire assez importante du Maroc, et aussi il se projette sur les 15 années prochaines. Et donc ce rapport, il a le mérite d'avoir fait des propositions. Encore plus, il a le mérite d'avoir proposé des méthodologies et des stratégies comment y arriver. Il a le mérite aussi d'avoir présenté des KPI, des Key Performance Indicators, des indicateurs clés de la performance. Voilà où est-ce qu'on veut aller. Donc, il a le mérite d'avoir proposé des choses, je dirais, très, très encourageantes, très audacieuses et je dirais, qui sont l'image de toute la réflexion qui a été menée dans le cadre de la préparation de ce rapport, toutes les dynamiques, on va dire, consultatives qui ont été faites avec les différentes instances dans la méthodologie du travail du rapport. Donc, aujourd'hui, la mise en œuvre, elle est importante, l'exécution. Donc, certes, le rapport propose des méthodologies de mise en œuvre, d'exécution, mais tout le diable est dans l'exécution. Il y a beaucoup de stratégies dans les grandes entreprises. On parle parfois des entreprises avec des tailles, on va dire, humaines. Et avec ça, les stratégies souffrent de leur exécution. Ce n'est pas les idées qui manquent aujourd'hui au Maroc. Tout le monde est d'accord sur le diagnostic qui a été fait par le rapport. Tout le monde peut-être peut deviner ce qui va être mis en œuvre. On a l'impression que c'est des déjà-vus, hein, ça a été dit par plusieurs acteurs. Rapport mais, aussi, oui. Alors oui, ça a été. C'est comme si on est d'accord sur le diagnostic, on est d'accord sur ce qu'on veut faire.
le diable est dans le détail et dans l'exécution. Si on rate l'exécution, parce que le rapport propose des méthodologies qui sont cohérentes, c'est-à-dire que vous avez ce que les appellent les Américains the perfect storm, c'est-à-dire si vous voulez qu'il y a un storm, une tornade, il y a beaucoup de conditions qui doivent se réunir en même temps pour que ça se déclenche. Si aujourd'hui on veut créer une rupture avec ce qu'on faisait et aller de l'avant, il doit y avoir une cohérence, mais vraiment parfaite, des différentes actions qu'on va mener, que ce soit à l'échelon local, régional, national, international. Il doit y avoir une cohérence de ces actions. Des actions, encore une fois, qui sont éparpillées, qui ne présentent pas de cohérence, vont présenter un manque à gagner et je dirais, encore une fois, une déception, un disappointment, une déception de ce rapport qui est normalement censé présenter quelque chose de différent pour le citoyen, qui a mis le citoyen au centre, encore une fois, de ses intérêts. Le capital humain, un facteur important dans la croissance. Nous avons beaucoup de ressources humaines de très bonne qualité et le rapport est venu consacrer une grande partie de sa méthodologie, de ses propositions pour le capital humain, justement. Cela va-t-il dans le sens d'une réorientation où l'accent doit être mis davantage sur des projets à haute valeur ajoutée pour justement créer plus de richesse? Est-ce que cet élément humain fait partie de ces nouvelles orientations pour l'investissement public en l'occurrence? Ouais, très bonne question, cher Khadija. Pourquoi? Parce que si on regarde le tissu économique du Maroc aujourd'hui, nous avons un tissu économique qui favorise une initiative où il n'y a pas de prise de risque. Vous savez que les économies, pour évoluer, pour avancer, il faut une certaine prise de risque. Bien sûr, cette prise de risque doit être maîtrisée, mais il faut une prise de risque. Aujourd'hui, nous sommes dans une économie où tout le monde le sait, une économie qui encourage la rente, une économie basée sur parfois des asymétries d'informations, basée sur des informations limitées aux personnes avec des privilèges. Le rapport l'a justement et franchement parlé de cela. Donc il faut rompre avec ces pratiques d'encouragement de rente et favoriser un entrepreneuriat basé sur la prise de risque, de l'initiative, les projets qu'on regarde et qui parfois beaucoup dans le secteur privé, le rapport a parlé le tiers secteur. Ce tiers secteur doit quand même prendre quelques initiatives au-delà des secteurs classiques. Le tiers secteur, il s'agit là de la société civile, des associations, des coopératives et des autres représentativités. Juste qu'on précise un peu pour qu'on comprenne davantage ce que c'est que ce tiers secteur sur lequel l'accent a été mis dans ce rapport pour justement tout simplement augmenter le rôle ou j'ai envie de dire peut-être accentuer le rôle de tiers secteur dans la prise de décision et dans la participation, la mise en place de stratégies, soit-elles sectorielles ou encore régionales. Exactement, tout à fait. Vous avez parlé tout à l'heure de renforcer, favoriser la prise de risque et aller dans des activités industrielles à forte valeur ajoutée. C'est très facile à dire, mais encore faut-il le mettre en place, encore faut-il mettre les mécanismes d'encouragement de la prise de décision, la prise de risque, l'entrepreneuriat beaucoup plus innovant. On voit quelques exemples qui ont bien réussi au Maroc, notamment lors de l'épisode de la crise du Covid, on voit que les sociétés marocaines sont capables aussi d'innover, sont capables de présenter des choses beaucoup plus innovantes, sont capables aussi de concurrencer sur certains secteurs de grands pays. Donc nous pensons, moi je pense personnellement que le Maroc a des atouts, qu'il doit les mettre en valeur avec la mise en œuvre de stratégies d'encouragement du Marocain, de l'entreprise marocaine, et créer des mécanismes qui vont mettre en place une forte valeur ajoutée et qu'on doit rompre avec les politiques qui favorisent uniquement les secteurs rentiers, les secteurs classiques,
que nous connaissons tous. Tout le monde veut faire de l'immobilier, tout le monde veut faire de la spéculation immobilière, tout le monde veut faire du banking, etc. Non, il faut aller dans l'industrie beaucoup plus avancée. Et il faut aller dans des schémas, je dirais, des stratégies, des secteurs qui sont parfois à l'export, qui rendent le Maroc beaucoup plus compétitif à l'export et beaucoup plus compétitif aussi pour le marché intérieur. C'est important que les entreprises marocaines travaillent aussi pour le marché intérieur. Moi, je pense qu'il y a une opportunité de focaliser notre aussi activité économique sur le remplacement de ce qu'on importe par des produits made in Morocco. D'ailleurs, le rapport l'a dit, made in Morocco, qui permettent d'avoir confiance dans le produit marocain et qui permettent aussi de favoriser la croissance qui est inhérente à notre système. Et cette croissance, quand elle est installée, elle crée un cercle vertueux qui permet de renforcer la croissance de plus en plus. Voilà. On parle de renforcement de la croissance et on parle d'un objectif de 6%. Mais selon vous, professeur Darabi, quel est le cadre analytique qui a été adopté pour mettre en place cet objectif de 6% de croissance et de doubler le PIB par habitant, par exemple d'ici d'ici l'horizon 2035 arrêté donc comme échéance de ce nouveau modèle de développement. Quels sont les éléments composant cette équation-là, présents dans le rapport? Oui, bien sûr. Donc, écoutez, pour arriver et matcher les ambitions, encore une fois, c'est des objectifs très ambitieux, il faut, le rapport le dit, il faut un taux de croissance, un moyen annuel de 6%. Aujourd'hui, on est autour de 3%. Arriver à augmenter de 3 points le PIB, 3%, c'est énorme. Alors, le rapport précise que, voilà, sur 15 ans, mais en moyenne annuelle, 6% en moyenne annuelle, c'est énorme, hein, pour doubler je dirais le PIB. Le PIB par habitant de 7 000 à 16 000, c'est vraiment le double, c'est énorme, hein, c'est une ambition que je dirais jouable, mais qui a besoin de beaucoup d'efforts. Donc, le rapport précise qu'il nous faut, pour les 3 années prochaines, un taux de croissance aux alentours de 4%. Ensuite, après 2025-2030, un taux de croissance de 10%. C'est énorme pour un pays comme le Maroc, à moins qu'on on connaît très bien qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'on doit rompre avec. Tous ces éléments sont importants à mettre en place. Ça veut dire plus de dépenses, plus d'investissement de l'État, plus d'investissement. Donc, comment le rapport a expliqué le financement de cette croissance. Donc, le rapport précise qu'il faut d'abord, à court terme, recourir à des financements, à un endettement à court terme et mettre ces financements dans des projets structurants à forte valeur ajoutée qui vont créer ce qu'on appelle un cycle de croissance vertueux qui va le mettre en place et ainsi de suite. Nous savons que lorsqu'on va aller sur le marché financier pour le financement, on doit payer un coût de l'emprunt. Il faut s'assurer, pour que la dynamique positive s'installe, il faut s'assurer que l'argent, le dirham qu'on va prendre, on va payer bien sûr un coût, un taux. On doit s'assurer que le dirham va produire plus que ce qu'il coûte. Sinon, on sera dans la décroissance, on sera dans un endettement qui va encore aggraver les deniers de l'État et qui va ne pas être ce cercle vertueux. Alors, ce cercle vertueux sur lequel on parle, donc on crée une première croissance. Cette croissance va alimenter la deuxième croissance, ainsi de suite. Encore une fois, c'est très... on va dire théorique pour l'instant, il faut le mettre en pratique. Nous le savons. S'il n'y a pas des conditions qui accompagnent ce système de financement, nous n'aurons pas les résultats escomptés. Nous n'aurons pas à créer cette croissance première qui va alimenter la deuxième croissance et ainsi de suite. On table sur combien, par exemple, par un dirham? Vous avez parlé pour chaque dirham emprunté, combien de valeur doit être créée? Moi, je vous pose la question, pour chaque dirham investi par l'État,
quel devrait être le retour sur investissement sur ce dirham pour qu'on crée de la richesse? C'est le taux de croissance, justement, parce que si vous dites que vous voulez 10%, ça veut dire que vous mettez un dirham et vous payez le taux moins le coût de l'endettement de ce dirham, plus 10%, ça vous donne vraiment un retour sur investissement de ce dirham très important. Aujourd'hui, les retours sur investissement, on connaît ce qui sont sur les activités classiques qu'on fait. Donc c'est pour cela qu'il faut aller dans des activités économiques beaucoup plus, je dirais, qui créent plus de valeur ajoutée, qui créent plus de retours sur investissement. Et justement, le rapport l'a expliqué à juste titre. Il a expliqué qu'il faut d'abord mettre l'argent sur les projets structurants, les projets à forte valeur ajoutée, et ainsi de suite, la croissance va se créer. Pour cela, il faut un système financier fort, il faut un marché de capitaux très fort, il faut une bourse très forte qui va permettre d'alimenter et de créer cette croissance. Et le rapport souligne quelque chose de très important. Il souligne l'importance de s'atteler sur les secteurs tels que l'éducation, la santé, l'enseignement supérieur, la recherche. On sait que ces secteurs sont budgétivores, ils consomment beaucoup d'argent de l'État. Et donc il y a je dirais, il y a un choix, il y a un dilemme on est devant un dilemme, devant un choix important à prendre. Qu'est-ce qu'on veut faire aujourd'hui? Une croissance à long terme, et ça, je suis d'accord, il faut mettre de l'argent, il ne faut pas se poser trop de questions sur où est-ce qu'on va l'argent pour l'instant, parce que lorsque l'argent est mis dans l'éducation, la santé, les résultats se font voir dans les générations futures. Et si les résultats sont sûrs, il n'y a même pas d'incertitude là-dessus. En plus, encore une fois, le rapport... En fait. Cette prise de risque elle ne se pose pas, cette question de risque sur des investissements, sur des secteurs centrés sur l'humain. Exactement. Seulement, elle se pose lorsque ce capital humain n'est pas bien travaillé, lorsqu'on parle de réforme de l'école. Mais qui a fait que cette école n'est pas l'école qu'on veut? C'est nous-mêmes, hein. C'est pas d'autres personnes. Donc, réformer l'école. Combien ça coûte? Si on fait des réformes qui ne collent pas avec les objectifs, donc là, on va être à côté de la plaque. Le rapport aussi précise qu'il faut faire ce qu'on appelle des PDCA, des Plan, Do, Check and Act. Ça veut dire il faut des itérations, il faut réviser, c'est très bien. Tous ces modèles, ils ont fait leur preuve dans plusieurs pays, dans plusieurs entreprises. C'est la stratégie qu'on connaît, mais la mise en œuvre. Et pour moi, c'est je dirais la plaque tournante de ce nouveau modèle économique qu'on souhaite mettre en place. On parlait tout à l'heure de l'éducation. Et dans le rapport, on l'a expliqué, le rapport a mis l'accent sur le professeur, sur l'enseignement, sur les programmes. Sur le rôle aussi du directeur de l'école, c'est-à-dire que maintenant sur le management de l'école, implication, et on veut qu'on ait un réel management de l'école, qu'on n'ait pas justement qu'un directeur, et qu'il y ait un vrai système de management. Est-ce que vous pensez que cela est réalisable? Ces objectifs-là sont réalisables compte tenu des spécificités que l'on connaît à l'école marocaine? Mais de manière beaucoup plus globale, on parle maintenant d'égalité de chance, de redémarrage de l'ascenseur social. C'est l'une des parties de ce redémarrage de l'ascenseur social. Effectivement, Khadija, le bas blesse, c'est dans l'humain. Et comment produire cet humain? Il faut une école, une université, un enseignement supérieur efficace, efficient, qui a besoin d'être chaque fois d'être renouvelé, qui a besoin chaque fois d'être alimenté. Donc on parle d'abord de l'enseignant, on parle de le système lui-même. Mais est-ce que l'enseignant lui-même doit être formé? Parce que personne n'enseigne à l'enseignant comment enseigner. Il vient par la pratique, sauf je parle dans les sciences de l'éducation, je parle pas des lycées et des professeurs de primaire où ils sont formés. Mais à l'université, généralement, les méthodes changent et on le sait, un enseignement de qualité coûte de l'argent.
il coûte de l'argent. Et vous ne pouvez pas faire les choses à moitié dans le système d'éducation. Il coûte de l'argent. Et aujourd'hui, est-ce que nous avons le budget pour répondre à ces ambitions des rapports? Il faut, aujourd'hui, le Maroc met 6% de son PIB dans l'éducation. Il faut un budget supplémentaire dans l'éducation, le rapport l'a dit, 2-3% de plus. C'est énorme, 2-3% de plus, mais il faut s'assurer que cet investissement de 2-3% va avoir les résultats escomptés. Comment l'avoir? Il faut se focaliser sur le professeur, les enseignants, sur les programmes pédagogiques et sur le management de l'école et surtout sur la valorisation de l'enseignant, la valorisation, parce que l'enseignant, ces derniers temps, par rapport aux années 90, il a été un peu déclassé, on va dire. Auparavant, les meilleurs de leur matière allaient vers l'enseignement. Le brillant des mathématiques va aller enseigner les mathématiques, le brillant de la physique, etc. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Voilà. Merci. Malheureusement, je sais que le sujet passionne et qu'il y a beaucoup à dire. Mais en tout cas, nous reviendrons sur toutes les thématiques dans Question Éco, toutes les thématiques socio-économiques et économiques de ce rapport. En tout cas, je vous réitère mes remerciements, professeur Drabi, pour votre intervention ce soir avec nous et puis pour nous avoir rapproché davantage sur la faisabilité de ces objectifs de ce nouveau modèle de développement. Merci beaucoup. Juste un dernier commentaire, si vous permettez. Le rapport n'est possible à mettre en place que s'il y a un engagement de tout le monde. Il faut y croire. Moi, j'y crois. Il faut y croire. Ça, c'est important. C'est un état psychologique que nous devons avoir tous. Comme il faut y croire, on va le faire et on est capable de le faire. Voilà. C'est ce que la partie la plus importante, c'est cet engouement que tout le monde veut. On veut réussir ce nouveau modèle. Ça demande l'engagement de tous, gouvernement, acteurs privés, donc économiques, et aussi société civile ou tout simplement tous citoyens marocains et citoyennes marocaines. Merci encore une fois, professeur Drabi. Super. Merci beaucoup à vous. Merci. Au revoir. C'est la fin de Question Éco. Très bonne soirée.